Bonjour à tous, bonjour Théo Caviezel. Bonjour Adrien, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté surtout. On est très heureux de vous recevoir pour que vous nous parliez de votre livre, Le Tour du monde de la Haute-Marne, que vous avez écrit à quatre mains avec votre compère Johan Legrand. Je signale qu'il est illustré par un auteur 100% Made in Haute-Marne, puisque un dessinateur pardon de la Haute-Marne qui est Boris Belluche, et donc qui a mis toute une série d'illustrations dans ce livre qui est passionnant. Alors ce livre, qu'est-ce que c'est, ce tour du monde de la Haute-Marne? C'est un périple que vous avez fait en vélo pendant 29 jours sur plus de 1000 kilomètres à travers la Haute-Marne, et dans lequel vous allez redécouvrir votre département, son patrimoine, sa géographie, ses entrepreneurs, ses élus locaux. Et évidemment, ce qui nous intéresse ici, c'est la partie patrimoine et géographie, vu qu'on est sur une chaîne d'histoire. Mais avant tout ça, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter et au passage nous expliquer quelle est la genèse, qu'est-ce qui a motivé la rédaction de ce livre? Eh bien, merci pour l'introduction. Théo Caviezel, au Marnais. Je suis né à Langres, une ville dont on reparlera certainement. J'ai 25 ans maintenant, 24 ans à l'époque de ce projet, et puis engagé sous diverses formes, notamment politiques et associatives, sur le territoire. La genèse de ce projet, elle est assez comme la plupart de mes projets. Je ne sais pas si c'est la chance, le hasard ou le destin, mais voilà, il y a des belles choses qui croisent notre route. Et cette idée, on est mars-avril 2021, je faisais ma petite course à pied autour de mon village, dans le sud de la Haute-Marne. On était en plein Covid. J'avais fait un tour du monde il y a 3 ans. Et puis, les frontières étaient fermées. On disait, mon Dieu, on ne peut plus voyager. Que va-t-il se passer? On s'ennuie, on est contraint. Il y avait vraiment cette notion de le ciel nous tombe sur la tête, comme dans Astérix. Et j'ai essayé de voir le verre à moitié plein dans chacune des crises. Et donc, à la moitié de mon parcours, puisque quand je cours, je réfléchis beaucoup, je me suis dit, tiens, et le nom est venu tout de suite, il faut faire le tour du monde, mais cette fois-ci de notre propre monde, de mon propre monde, la Haute-Marne. Et alors à chaque fois que j'ai une idée comme ça qui me vient par la tête, et j'en ai 100, et il y en a une de bonne à chaque fois sur les 100, mais ça c'est le propre des idées. J'appelle toujours Johan Legrand, qui est un ami qui habite dans le nord-est du département, dans le Bassigny, à côté de Bourmont, petit village de 40 âmes qui s'appelle Accourt, et que j'ai rencontré en 2017 à Paris. On était dans un groupe de 9 personnes pour un sujet dans les médias. Et bon, deux au Marnais sur un groupe de 9 à Paris, ça rapproche quelque peu. Et le feeling a tout de suite été très bon et on savait qu'on allait développer des projets ensemble. Alors je l'appelle et comme à chaque fois, on n'a pas du tout le même tempérament et c'est pour ça que ça fonctionne très bien, je pense, entre nous. Il me dit oui, oui, c'est bien, Théo, tour du monde de la Haute-Marne, oui, très, très, très bonne idée, mais quand, comment, pourquoi, avec qui, voilà, lui est très terre à terre, il est un peu plus âgé, il a 31 ans, donc on n'a pas non plus la même vision des choses, et peut-être la même liberté vis-à-vis notamment de l'emploi. Et donc on s'est passé sous le tapis, et puis est venu juillet 2021, la même année, j'étais alors directeur de la rédaction d'un média, je démissionne et du coup je vais tout de suite voir Johan. Je le fais arrêter ses activités aussi professionnelles. Enfin, j'essaie de le convaincre. J'ai pas une raison de Dieu de mort sur lui, mais en tout cas, je l'ai incité puisque je trouvais que ce projet était très pertinent et pourrait déboucher sur des opportunités intéressantes, notamment pour lui. Donc, je l'ai incité à arrêter et 3 semaines après, on était parti pour cette aventure du Tour du monde de la Haute-Marne. Donc, avant cette aventure littéraire, c'était vraiment une aventure physique, sur le terrain, en battant le pavé, pendant, voilà, officiellement c'est 29 jours et 1000 kilomètres, mais comme une fois qu'on est parti du sud de la Haute-Marne, Auberive, qui est une des portes d'entrée du territoire, notamment grâce au parc national de Forêt, 11e parc national français, et puis l'abbaye d'Auberive, qui est un haut lieu de l'art contemporain à l'échelle européenne. Donc c'est une de nos portes d'entrée du sud du territoire, et on a sillonné d'est en ouest, en zigzag, jusqu'à arriver à Saint-Dizier,
la plus grande ville du département, qui est tout au nord. Et ensuite, on a redescendu tout le canal, puisque notre département est coupé du nord au sud par le canal entre Champagne et Bourgogne. C'est ce canal qui va ensuite au lac du Der et qui se jette ensuite à Paris et qui alimente la Seine. Donc on a fait ce périple, ça fait un peu plus de 1200 km, un peu plus qu'un Paris-Berlin à l'échelle d'un petit territoire français dont on dit qu'il n'y a rien. Je trouve que c'est assez intéressant. Et donc voilà un petit peu la genèse de ce projet. Il y avait deux objectifs principaux. Un objectif local, on a un peuple de taiseux qui peut tirailler entre plusieurs, et c'est ce qui, je pense, fait notre force, mais c'est ce qui fait aussi qu'on n'a pas une identité propre. On a la contrée de plusieurs influences, bourguignonne, lorraine, champenoise, et donc ces différentes manières d'aménager le territoire, ces différentes architectures. On a un peu un territoire bâtard qu'on pourrait couper en quatre et redonner un petit bout à l'Aube, à la Marne, à la Meuse, et puis à la Bourgogne. Donc c'est assez délicat. Ça fait 270 ans que c'est comme ça. On va pas refaire la guerre pour découper les frontières. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant et c'est peut-être une des raisons de ce côté assez recroquevillé sur nous-mêmes et qu'on est passé à côté de notre histoire à bien des moments. Et donc, on voulait vraiment rallumer la flamme dans le cœur des Hauts-Marnais. Ça, c'était le premier objectif, leur montrer qu'il y a tout ici. Et donc, d'exagérer presque quand on est champion de France sur un sujet, ben, dire qu'on est champion d'Europe, quand on est champion d'Europe, dire qu'on est champion du monde, et d'essayer de rééquilibrer ce côté où, non, vous êtes des ploucs, des bouseux, des manches-cailloux, et ben, de l'autre côté, on montrait toutes les pépites, et c'est, je pense, en mettant en avant le positif, qu'on arrivera à soigner tout ce qui est négatif sur un territoire. On en reparlera certainement. Donc, premier objectif très local, mission réussie, je pense. Et deuxième objectif, un petit peu plus national, même international, c'est de montrer qu'un voyage, ça débute en bas de chez soi. Et qu'on passe sa porte, et qu'on est déjà dans un ailleurs, et qu'il n'y a pas besoin de se dire je vais partir 4 jours en Grèce, faire une photo d'un coucher de soleil pour Instagram et rentrer. Et j'aurais eu l'impression, parce que j'avais un sac à dos, d'être un voyageur et de m'être nourri de ça, d'être grandi de cette expérience. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent et trop de temps disponible et de compétences pour se dire je me dépayse, j'apprends de l'autre et je découvre. Et donc, quand on habite à Langres, aller à Chaumont, c'est déjà un voyage en soi. C'est d'autres associations, c'est d'autres architectures, comme on le disait. Donc ça, c'est vraiment le deuxième objectif. Ça, on va dire qu'on a pu faire traverser ce projet de manière régionale, avec France 3 Régions et d'autres médias, mais je considère qu'on n'a pas réussi pour le moment cet objectif d'inspirer au niveau national et que ce projet finalement très local, on arrive à faire casser cette barrière de dire ok, c'est l'Haute-Marne, ça ne m'intéresse pas. Donc comment deux jeunes sur un territoire rural appréhendent leur territoire et pourquoi ils appellent ça, pourquoi ils ont le culot et la prétention d'appeler ça un tour du monde. Et donc ça, j'essaye vraiment dans un deuxième temps d'aller vers cet objectif. Et je suis très content que toi, Bordelais, aies pu lire ce livre. Tu pourras nous dire ce que tu en as pensé et comment quelqu'un qui ne connaît rien à notre territoire arrive quand même à trouver des choses intéressantes, ou en tout cas matière à réfléchir. Et donc peut-être que cette vidéo aidera aussi à remplir ce deuxième objectif. Donc voilà le projet. Un projet très intéressant, d'autant que dans ce livre, on apprend plein de choses et on a l'impression que le monde entier, à un moment ou à un autre, s'est donné rendez-vous en Haute-Marne, que ce soit nos rois, que ce soit nos philosophes, que ce soit nos inventeurs ou nos grandes figures littéraires, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors bon, comme je disais, on a un peu exagéré. Tout ce qui est dit dans le livre est vrai, mais on rajoute ce côté chauvin qui nous manque tant. Donc oui, il y a François Ier qui est venu inaugurer la tour Navarre à Langres et qui est monté avec son cheval au sein de la tour pour aller admirer cette charpente absolument formidable. Pour parler de Langres, c'est Denis Diderot, c'est l'encyclopédie, c'est Jeanne Mance, la cofondatrice de Montréal et qui a énormément apporté à Montréal et notamment avec un hôpital.
c'est les frères Goncourt qui, à leur mort, ont souhaité créer un prix littéraire qui récompense une œuvre. Ça prend quand même le nom d'un village au Marnais. On a eu 2 prix Goncourt aussi. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on les a eus en 1928 et 1929. Nos 2 prix Goncourt, c'est vraiment Marcel Arlan de Varennes-sur-Amance en 28, et puis Maurice Constantin Veillère en 29 de Bourbonne-les-Bains. Donc il y a ça, il y a Voltaire qui est venu presque s'exiler à la frontière du royaume de France parce qu'il n'était pas trop aimé, et il a trouvé, grâce à l'aide de son amante Émilie du Châtelet, la marquise du Châtelet, à Cirey-sur-Blaise, eh ben, un endroit où il allait pouvoir se cacher, être proche d'une autre frontière pour aller en Lorraine et puis filer si jamais il était un petit peu en danger. Il a quand même créé un théâtre qui est encore totalement conservé dans un très bon état dans le grenier du château de Cirey, ça c'est exceptionnel. La marquise du Châtelet, qui est aussi celle qui a quand même traduit, et plus que traduit, commenté Newton, si bien que ses commentaires sont tellement pertinents que les Anglais sont en train de retraduire Newton, ou l'ont déjà fait, certainement. J'avais lu ça dans un article il y a peu. Ils ont retraduit à partir du français avec ses commentaires. Cette dame qui aurait dû être juste une potiche dans la cour, et qui finalement a eu un meilleur destin que ses frères, alors que la femme était totalement mise de côté à cette époque. Elle s'est imposée totalement comme une grande dame savante aux côtés de Voltaire. C'est un exemple exceptionnel, et ce château en est un beau témoignage, même si elle est allée mourir honteuse d'une grossesse qui s'est mal passée à plus de 40 ans à Lunéville. Elle a passé bien des années de sa vie à Cirey, et le château est ce qu'il en est aujourd'hui grâce à la fortune de Voltaire et l'implication de lui dans ce château. Donc c'est un très beau témoignage. Non loin de là, Colombey les Deux Églises, évidemment, qui est la porte d'entrée du territoire. Et je suis honoré de passer juste après Pierre Mananti et son livre sur le gaullisme social dans cette émission. Colombey, ça suffit à elle-même. C'est un village absolument exceptionnel où le général de Gaulle a trouvé refuge en tant que président de la République, en tant qu'auteur aussi, un grand auteur. Il a écrit ses plus grands livres dans son bureau avec cette vue magnifique sur la côte des Bars. Colombey les Deux Églises, c'est aussi, et comme tous les villages au Marnais, il n'y a pas une seule singularité, c'est le Champagne. C'est un des villages au Marnais, un des 4 villages au Marnais qui a l'appellation Champagne. C'est le seul restaurant étoilé de toute la Haute-Marne, l'hôtellerie La Montagne du chef Nathalie. Donc voilà, on peut trouver partout Simone Signoret, de Beauvoir. Tout le monde est venu en Haute-Marne. En fait, on a un carrefour. Alors j'imagine que tout le monde est venu dans tous les départements de France, et on peut trouver des... Voilà, mais la Haute-Marne, on est quand même à 2h30 de Paris, à 2h de Lyon, à 1h de Dijon, à 1h de Troyes, 1h de Nancy. On a un carrefour idéal, un Y qui va à Paris, qui vient de la Hollande, de la Belgique, qui descend à Lyon, à Marseille. On est vraiment un carrefour stratégique. J'ai l'autoroute à côté de chez moi. Il y a plusieurs millions de voitures qui passent par an. Et en même temps, on n'arrive pas à fixer l'économie, à fixer le tourisme, à fixer les gens. Donc c'est assez paradoxal. Mais oui, il y a bien des Hauts-Marnais et des véritables personnalités qui ont vu en la Haute-Marne cette terre promise. Et bon, ce livre permet de réancrer un peu ces souvenirs-là, et puis aussi d'inspirer les nouvelles générations. Oui, et puis ça permet, à travers beaucoup d'anecdotes et beaucoup de rencontres, d'apprendre un peu sur tout le territoire, sur différentes périodes. Et notamment, il y a une ville qui est très importante en Haute-Marne, c'est la ville de Langres, qui a d'ailleurs eu un destin de capitale départementale un peu contrarié, si j'ai bien compris. Bah, oui, alors Langres, effectivement, si vous avez lu le livre, vous voyez que mon acolyte, Johan, me charrie beaucoup avec cette ville. C'est ma ville natale, c'est ma ville de cœur. J'aurais beau vivre 30 ans dans le Luberon, à Bangkok, à New York ou je ne sais où, je serai langrois. Ça, c'est une chance. Je considère vraiment ça comme une chance d'avoir ce socle, ces racines bien ancrées.
Alors Langres, c'est une ville exceptionnelle. C'est un phare en Haute-Marne, c'était la capitale du pays Lingon. Alors, je ne suis pas historien, mais qui allait jusqu'à Beaune. C'est-à-dire que Langres contrôlait Dijon. Dijon qui s'est développé de manière absolument formidable, et c'est aussi une très belle ville. Langres, la cathédrale de Langres, qui est apparemment le plus haut édifice religieux au-dessus de la Loire. Parce qu'on est déjà à 500 mètres d'altitude sur le plateau de Langres et la cathédrale qui s'élève assez haut. Donc on est toujours le plus haut de quelque chose. Mais oui, alors du coup, c'est quand même une ville avec 3000 ans d'histoire. Je crois qu'il y a des traces de remparts dès le 2e ou 3e siècle. C'est une ville qui n'a jamais été prise sur un éperon rocheux stratégique. C'est que dire de Langres? C'est la plus grande enceinte fortifiée de toute l'Europe, dans sa globalité, avec des fortifications 19e. On est entouré de forts, on a une vue absolument magnifique, on voit parfois le Mont Blanc, et puis c'est une ville qui a vu naître Diderot, qui a vu naître la coutellerie avec les parents de Diderot, Didier Diderot. La coutellerie est ensuite montée à Nogent, un peu plus haut dans le département, mais c'était un haut lieu de la coutellerie. Voilà, c'est une ville exceptionnelle que je vous invite à découvrir. Il y a un très bon fromage. Voilà. Et en même temps, elle se repose un peu sur ses lauriers. C'est une ville qui se fait un peu bouffer par des petits villages qui sont devenus villes aux alentours grâce à Langres, et parce qu'ils ont plus de place, puisque nous, on est très contraints à Langres avec cet éperon rocheux qui arrive à prendre les services, qui arrive à prendre l'argent, qui arrive à prendre les entreprises, et bon, qui ne travaille pas trop en collaboration avec ce phare qui fait ce que nous sommes dans le Sud-Marnais. Voilà, elle se repose un peu sur ses lauriers. J'espère qu'elle a de nouveau rendez-vous avec son heure dans les prochaines années. Mais voilà, il y a Langres, il y a Bourmont, il y a Nogent, il y a Bourbonne-les-Bains, il y a Saint-Dizier, il y a Chaumont. Toutes ces villes, finalement, qui sont assez petites. Langres, c'est 7000 habitants. La plus grande ville de Haute-Marne, c'est 25 000. Alors, quand on me dit à Paris, oui, alors tu habites dans un village, vous êtes quoi? Vous êtes 10 000? Non, dans mon village, on est 100. Et une ville, pour moi, c'est 1000 habitants. À partir du moment où il y a un commerce, un service, c'est une ville. On en reparlera peut-être tout à l'heure, voilà. Mais donc oui, Langres, que dire? C'est viscéral. Et je souhaite à tous d'avoir une ville comme ça où on se sent vraiment chez soi et on a envie de s'investir. Et j'ai tellement rencontré d'amis qui me disent je suis né à Strasbourg, mais ensuite mes parents ont été mutés à Lille et puis à Paris. Donc en fait, je suis citoyen de France, mais j'ai pas véritablement de racines. Je sais pas comment je vivrais sans véritable racine. Donc les miennes sont à Langres et j'en suis très fier. Et à travers cette question du patrimoine qui est explorée, il y a une question d'enjeu, de survie pour ce département, parce que vous ne faites pas que compter des anecdotes ou raconter l'histoire de tel ou tel monument, il y en a beaucoup, mais c'est aussi des rencontres à travers des initiatives locales d'élus ou de personnes privées pour essayer de maintenir ce patrimoine, de le faire revivre. C'est vrai que chacun peut y trouver son compte dans ce livre. C'est politique, c'est historique, c'est touristique, c'est d'aventure, c'est presque romancé. En tout cas, c'est un témoignage de deux personnes, ça vaut ce que ça vaut, qui en 2022, à 25-30 ans, ont fait ce tour de la Haute-Marne. Mais oui, il y a des constats éminemment politiques, puisque tout est politique. On nous dit que le sport n'est pas politique. Je pense que le sport est éminemment politique, et tout est politique, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il impacte sur la vie de tous ceux qui nous entourent, et que ça doit être pensé à long terme. Et on parle du gaullisme, voilà, une vision à long terme, et on devrait bien s'inspirer de ça pour la Haute-Marne. Oui, le fait est qu'on a rendez-vous un peu avec notre histoire, parce que on a une nature préservée, on a un bâti très intéressant, on a un aménagement du territoire qui n'est pas encore bouffé par une ville, un centre commercial, un Starbucks, un McDo, une périphérie, des lotissements avec des rues à sens unique et puis des maisons qui sont des clones. Et en même temps, j'ai assez peur
j'ai assez peur parce que bon, on prend soin de notre patrimoine, notamment grâce à la Fondation du patrimoine Stéphane Bern, il y a eu des véritables avancées à ce niveau-là. Et grâce à Anthony Koenig, qui est notre délégué départemental, et la France entière nous l'envie, on a des dossiers qui avancent bien, très bien, qui sont très très bien financés. Et donc ça, j'en suis ravi et j'essaie d'avoir ma part là-dedans aussi et de m'engager dans ce patrimoine. Et en même temps, quand j'arrive à Langres, maintenant j'ai envie de pleurer parce que la ville est encerclée de zones commerciales et industrielles, alors qu'on n'aurait pas pu se dire qu'on mettait tout au même endroit. Le centre historique se vide de ses commerces, les rues parallèles dont on n'a pas pris soin s'effondrent, brûlent. Et ça, c'est que pour parler de Langres. Langres qui est un phare, Langres qui peut avoir des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros d'aide de la part de l'État, de la région, du département et de je ne sais quoi d'autre. Et tous nos petits villages à côté qui déjà perdent leur identité parce que c'est plus le village qui a les compétences, mais c'est des communautés de communes qu'on a rajoutées au-dessus. Et puis le voisin, il a fait un lotissement et ça lui coûte pas trop cher, c'est pas grave, il y a 10 maisons qui s'effondrent dans le village, mais on va construire un lotissement à la sortie, puis on va artificialiser encore des sols, et puis on va créer des lieux qui ne sont pas des lieux de vie, qui sont juste des dortoirs, alors qu'en fait nos aînés, ils avaient tout inventé. Nos maisons respiraient, il faisait frais l'été, ça gardait la chaleur accumulée l'été dans la pierre pour tout l'hiver. Les rues, elles étaient passantes, donc il y avait de la vie, il pouvait y avoir du commerce parce que ça marchait, les gens s'arrêtaient, les voies de communication étaient bien pensées. Et là, aujourd'hui, on est en train de bafouer tout ça. Et donc, je me suis engagé dans les législatives, et ça aurait été, si j'avais gagné, des projets à inscrire dans la loi qui m'auraient animé pendant ces 5 ans. Et en même temps, paradoxalement, on nous pond des lois qui sont faites par des gens à Paris et qui nous empêchent, alors oui, d'artificialiser les sols, de construire. Je ne suis pas encore spécialiste en la matière, mais tout ce qui est SCOT, les PLUI et ainsi de suite. Sauf qu'il y a des villages en Haute-Marne qui se portent très bien, dont l'équipe municipale a retapé ou a incité à retaper toutes les ruines qui ont été reprises, des villages qui vivent, et qui aimeraient s'agrandir et construire, mais construire avec cohérence. Construire des maisons avec des matériaux nobles, avec une charpente en bois du parc national de Forêt qui est juste derrière et qui ne part pas en Chine pour ne revenir en débiter ici, enfin avec cohérence. Et ça, on ne peut même plus. Donc, je suis assez inquiet, ça transparaît un peu dans le livre, ça transparaît dans mon engagement politique et dans le patrimoine. Je suis assez inquiet. Après, bon, quand je vois qu'on arrive à faire renaître des ruines où je me dis il n'y a plus aucun espoir et on voit 20 ans après, grâce à des associations formidables et des partenariats privés-publics qui fonctionnent, on arrive à faire renaître des patrimoines. Sauf que ce petit patrimoine-là de nos villages, est-ce qu'on se rend compte que c'est un patrimoine? On a un patrimoine industriel aussi en Haute-Marne, on commence seulement à se dire tiens, c'est intéressant, ces silos, ces maisons de forge, ces grosses entreprises de sidérurgie. Notre petite maison à Pan de Bois dans le nord de la Haute-Marne et plutôt style bourguignonne dans le sud, quand va-t-on rééduquer les gens à leur faire comprendre que avoir un pavillon individuel entouré de grillages avec une grande baie vitrée, un labrador qui court dans l'herbe verte, et puis comment on appelle ça, une barrière électrique, voilà, je reste persuadé que on a mis ça dans la tête des gens, c'est comme les produits laitiers sont nos amis pour la vie, ou buvez du jus d'orange le matin. C'est parce qu'il y a des intérêts derrière d'une société en particulier ou d'un secteur d'activité qui veut vendre. J'ose espérer qu'on arrivera à redonner du goût dans l'habitat aux gens, parce qu'on a tout sous nos yeux et que habiter dans une maison ancienne, c'est pas forcément faire 300 000 euros de travaux et vivre dans le froid et dans de la terre battue. Oui, vous parliez tout à l'heure d'isolation thermique. On apprend par exemple dans votre livre que la Haute-Marne a une spécialité qui est le chanvre, qui est un très bon isolant naturel. Et qui est une plante qui a presque pas besoin d'eau, et donc arrêtons de planter du maïs. Bon, je suis pas agriculteur, et tout ce qu'il y a dans le livre, on est des passeurs, on dit pas je ou nous, on dit vous, donc
On a dû en discuter avec des gens qui nous ont pointé du doigt cette opportunité. On l'a retranscrit dans le livre. Alors ça doit être un peu plus complexe que ça, mais ben, si ça demande pas beaucoup d'eau, que ça, que ça permet derrière d'avoir des filières, alors il y a le chanvre récréatif, il y a l'isolation, il y a le textile, et ben, n'ayons pas peur de nos ambitions et investissons massivement et devenons un phare et un laboratoire pour ça, évidemment. Et il y a 1 milliard de sujets comme ça qui sont possibles. Les solutions, elles se trouveront ici, j'en suis persuadé. Parce que depuis une dizaine d'années, on agrandit toutes les échelles. Et là, grâce au Covid, on dit souvent à cause du Covid, mais fort heureusement, il y a beaucoup de choses grâce au Covid. Ce projet est né grâce au Covid. La Haute-Marne a de nouveaux rendez-vous avec son histoire grâce au Covid. Et donc, eh ben, les frontières se rétrécissent. Et je suis persuadé que c'est dans ces petits villages de 100 habitants qu'on arrivera à appréhender le monde et à faire que notre vie soit... Marc Verdier utilise le mot d'habitabilité. Bon, on est clairement là. C'est pas de la survie, c'est de l'habitabilité. Donc, c'est de l'aménagement du territoire. Et c'est, pour moi, le plus grand des combats. Bien avant presque notre propre vie humaine qui est bien plus passagère que nos villages, nos bâtiments, tout ce qui façonne notre territoire et qui doit être pensé avant. En même temps, évidemment, c'est sûr qu'il faut qu'on arrête toutes les discriminations, que chacun puisse vivre décemment et ainsi de suite, évidemment. Mais en s'attaquant au lieu de vie, à l'aménagement du territoire, c'est vraiment s'attaquer à quelque chose à très long terme et qui nous façonne, nous. Et donc, je me suis surpris j'ai croisé un pèlerin qui faisait Paris-Jérusalem à pied, il y a quelques temps, et donc je l'accompagnais sur toute une journée en Haute-Marne. C'était très intéressant, il était très engagé politiquement aussi, et il m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses, on s'est beaucoup questionné, il m'a beaucoup questionné, et donc à la fin de la conversation, presque il me dit « Mais Théo, de ce que je comprends de ton engagement politique, il est presque pour quelque chose qui n'est pas vivant, il est presque pour la pierre, plus que pour les humains. » Alors dit comme ça, c'est un peu horrible, mais si on prend du recul, eh ben en fait c'est clairement ça. Parce que là, moi, je suis propriétaire d'une vieille maison, une vieille ferme qui doit avoir 300 ans d'histoire. J'arrive pas trop à la dater pour le moment. Ben, je suis propriétaire, mais je ne me sens pas propriétaire. Je suis locataire et je me sens responsable, en revanche, d'en prendre soin et que tous les gens qui traversent mon village puissent avoir une succession de belles maisons. Et puis que quand je ne serai plus là, cette maison, elle soit encore debout et qu'elle puisse faire bénéficier à d'autres. Et donc, si on soigne tout ça, si on soigne le bâti, si on soigne notre aménagement du territoire, on en parlait tout à l'heure, l'aménagement du territoire, c'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait qu'on peut se déplacer, qu'on peut se croiser, qu'on peut avoir des relations humaines, qu'on peut consommer, qu'on peut se divertir, tout, absolument tout. Et donc, si on prend vraiment soin de ça à la racine, ben, en fait, je pense qu'on a la clé de bien des maux de notre société. Mais il faut accepter de se dire qu'en fait, oui, on bosse moins pour l'humain que pour notre lieu de vie, en fait. Et c'est pour ça qu'on part au nord, au sud de la France, à l'étranger, au chaud, au froid, selon ce qu'on aime. Parce que, en fait, c'est notre lieu de vie qui, de plus en plus, c'est ce qu'on aime qui façonne de plus en plus notre lieu de vie. Alors qu'avant, on habitait là où on travaillait, où on travaillait du taf, merci, au revoir. Et ben là, c'est différent. Et donc, il faut très urgemment prendre soin de notre lieu de vie, de nos lieux de vie. Eh bien, c'est une belle conclusion et c'est sur ce que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Théo. Merci à vous. Et il y aura en lien de la description de la vidéo le lien pour pouvoir commander votre livre s'il y a parmi nos spectateurs des curieux qui veulent découvrir davantage votre département et qui sans doute auront l'envie de le visiter en vrai et après la lecture. Oui, c'est vrai que merci de mettre en avant le livre. On a fait le choix de ne pas le mettre dans les Fnac, dans les Leclerc, il est vraiment, déjà en Haute-Marne, dans toutes les librairies, les petites épiceries, au sein même de nos villages et de nos villes. Et puis après, je l'ai mis à Dijon, à Neufchâteau, dans limitrophes, toujours dans les librairies. Mais évidemment, on se fera une grande joie de vous l'envoyer par la poste, si jamais vous le souhaitez. Et puis, comme je disais,
en Haute-Marne, on n'est guère qu'à 2h20, 30 de la gare de l'Est. Donc, venez nous rendre visite. Merci Théo. Merci à vous.